L'aube se levait timidement sur les terres du manoir Moreau, teignant d'or pâle les immenses jardins abandonnés. Juliette Blanc ajusta ses gants de cuir usé et contempla l'étendue de travail qui l'attendait. À 25 ans, elle possédait ce regard particulier des femmes, qui avaient appris trop tôt que la beauté du monde ne se révélait qu'à ceux qui savaient la chercher dans l'ombre. Les rosiers centenaires gémissaient sous le poids des ronces sauvages, leurs tiges autrefois majestueuses désormais prisonnières d'une négligence qui durait depuis des années. Juliette caressa délicatement une tige épineuse, sentant sous ses doigts la vie qui palpitait encore malgré l'abandon. Comme moi, pensa-t-elle avec une mélancolie qu'elle chassa aussitôt. Le claquement sec d'une porte la fit sursauter. À travers les hautes fenêtres du salon principal, elle aperçut une silhouette masculine. Gabin Moreau. Même à cette distance, sa prestance était indéniable. Cheveux bruns impeccablement coiffés, costume sombre qui épousait parfaitement sa stature imposante, il incarnait cette élégance froide typique de l'aristocratie française moderne. Juliette retint son souffle, espérant qu'il ne la remarquerait pas. Depuis 3 mois qu'elle travaillait ici, leurs échanges s'étaient limités à de brefs hochements de tête, quand il daignait reconnaître sa présence. Pour lui, elle n'était qu'une ombre nécessaire, une fonction sans visage chargée de redonner vie à ce domaine qu'il avait hérité, mais qu'il semblait incapable d'aimer. « Mademoiselle !» Sa voix grave la fit tressaillir. Il s'était approché sans qu'elle l'entende, ses pas feutrés sur l'herbe humide. Juliette se redressa, consciente de ses joues rosies par l'effort matinal et de ses cheveux châtains échappés de sa tresse. À côté de lui, elle se sentait terriblement ordinaire. « Monsieur Moreau !» Elle inclina légèrement la tête, gardant les yeux baissés comme l'exigeait sa condition. « Les travaux avancent ?»« Oui, monsieur. Les rosiers anciens reprennent vie. Il faudra encore quelques semaines pour... »« Bien. » Il coupa court à son explication, son regard glacial balayant le jardin avec l'indifférence d'un homme qui évaluait un investissement. Juliette serra les dents. Elle aurait voulu lui expliquer la magie qu'elle découvrait chaque jour dans ces terres négligées, la façon dont chaque plante semblait lui confier ses secrets, l'émotion qui l'étreignait quand une fleur oubliée consentait enfin à éclore sous ses soins attentifs. Mais Gabin Moreau n'était pas homme à comprendre ce langage. Il vivait dans un monde de chiffres et de contrats où la beauté se mesurait en euros et l'émotion constituait une faiblesse. 34 ans de privilèges l'avaient blindé contre tout ce qui ne pouvait être contrôlé ou acheté. « Autre chose, monsieur ?» demanda-t-elle poliment, espérant qu'il s'éloigne rapidement. Pour la première fois, il la regarda vraiment. Ses yeux d'un bleu acier se posèrent sur elle avec une intensité troublante, comme s'il la découvrait soudain. Juliette sentit son cœur s'accélérer malgré elle. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans ce regard, une profondeur insoupçonnée qui contrastait avec la froideur de ses manières. « Non », murmura-t-il finalement, mais il ne bougea pas. Le silence s'étira entre eux, lourd de questions informulées. Juliette osait à peine respirer, pétrifiée par cette attention inattendue. Dans la lumière dorée du matin, elle remarqua les fines rides qui marquaient les coins de ses yeux, témoin d'une fatigue que ses costumes impeccables ne parvenaient pas à dissimuler. Un appel résonna depuis la terrasse. « Monsieur Moreau, votre rendez-vous de 9 heures !» Le charme se brisa. Gabin cligna des yeux comme sortant d'un rêve et son masque d'indifférence se remit en place avec une précision chirurgicale. « Excusez-moi !» dit-il sèchement avant de tourner les talons. Juliette le regarda s'éloigner, troublée par cet échange étrange. Pour quelques secondes, elle avait entrevu autre chose derrière la façade du milliardaire impassible. Une vulnérabilité peut-être, une solitude qui résonnait avec la sienne. Elle secoua la tête et retourna à ses rosiers. Se faire des illusions sur Gabin Moreau était le plus sûr moyen de souffrir. Elle était invisible à ses yeux, et c'était mieux ainsi. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine qui ressemblait à une danse silencieuse. Juliette arrivait aux premières lueurs de l'aube, quand la rosée perlait encore sur les feuilles et que le manoir dormait dans un silence de cathédrale. Elle préférait ces heures où elle pouvait travailler sans croiser personne, sans sentir le poids des regards condescendants du personnel de maison. Madame Dubois, la gouvernante aux cheveux argentés tirés en chignon sévère, ne manquait jamais une occasion de lui rappeler sa place. « Les jardiniers utilisent l'entrée de service », avait-elle déclaré le premier jour, ses lèvres pincées, exprimant tout le mépris que lui inspirait cette jeune femme aux mains terreuses. Juliette s'en accommodait. Elle avait grandi dans un petit appartement de Belleville avec sa grand-mère, une femme courageuse qui nettoyait les bureaux la nuit pour payer ses études de botanique. L'humilité était gravée dans son ADN, mais jamais la honte. Elle savait que son travail valait celui de n'importe qui dans cette demeure. Ce matin-là,
Agenouillée près de la fontaine centrale, elle libérait délicatement les racines d'un jasmin étoilé quand elle entendit des voix masculines approcher. Gabin discutait avec un homme aux cheveux grisonnants, leur conversation portant sur des acquisitions et des investissements. Elle tenta de se faire plus discrète, mais leurs pas se dirigeaient droit vers elle. « Ce terrain en Provence rapportera 20% minimum », disait l'homme plus âgé avec un accent parisien hautain. « Peut-être », répondit Gabin, sa voix dénuée d'enthousiasme. « Mais je ne prends pas de décision hâtive, monsieur Lavigne. » Ils s'arrêtèrent près de la fontaine. Juliette continua son travail, espérant qu'il l'ignorerait comme d'habitude. Mais Lavigne la remarqua et fronça les sourcils. « Vous employez du personnel féminin pour l'entretien extérieur ?» Sa question portait une pointe de désapprobation. Gabin suivit son regard et ses yeux se posèrent sur Juliette. Cette fois, elle leva la tête, croisant brièvement son regard bleu acier. Une étincelle passa entre eux, si fugace qu'elle se demanda si elle l'avait imaginé. « Mademoiselle Blanc est botaniste », répondit-il calmement. « Elle restaure des jardins historiques. » Juliette faillit laisser tomber ses outils. Il connaissait son nom, son vrai métier. Comment était-ce possible? Lavigne haussa les épaules avec indifférence. « Si vous le dites. Personnellement, j'engagerai une équipe masculine pour ce type de travaux. »« Heureusement, ce n'est pas votre domaine, » rétorqua Gabin avec une froideur qui fit taire son interlocuteur. Ils s'éloignèrent, mais Juliette resta figée, troublée. Pourquoi l'avait-il défendu? Et surtout, depuis quand s'intéressait-il suffisamment à elle pour connaître ses qualifications? L'après-midi apporta une surprise inattendue. Clémence de Montclair, la fille de la duchesse voisine, débarqua dans les jardins avec sa spontanéité habituelle. À 23 ans, elle possédait cette liberté que seuls les privilèges pouvaient offrir, mais aussi une gentillesse authentique qui la distinguait de son milieu. « Juliette, ces roses sont magnifiques !» s'exclama-t-elle en admirant les massifs fraîchement taillés. « Mademoiselle de Montclair !» sourit Juliette, genuine dans sa joie de la voir. « Elle commence tout juste à reprendre vie. »« Comme toi, j'espère, » dit Clémence, en s'asseyant sur le rebord de la fontaine. « Tu sembles différente aujourd'hui, plus rayonnante. » Juliette rougit, pensant malgré elle à l'échange de regards avec Gabin. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Bien sûr que si. » Clémence lui adressa un clin d'œil complice. « D'ailleurs, j'ai une proposition à te faire. Le bal de Invernoux approche, et maman organise comme chaque année cette soirée grandiose au château. J'aimerais que tu viennes. » Le cœur de Juliette s'arrêta. « Moi? Mais voyons, Clémence, je ne suis pas... Je n'appartiens pas à votre monde. Justement, j'en ai assez de ces soirées où tout le monde se ressemble. Tu es intelligente, belle, cultivée, et puis... » Elle baissa la voix avec un sourire malicieux. « J'ai remarqué que certains propriétaires de manoirs te regardaient bizarrement ces derniers temps. »« Tu imagines des choses, » protesta Juliette, mais son cœur battait si fort qu'elle était sûre que Clémence l'entendait. « Nous verrons bien. Le bal a lieu samedi prochain. Je t'envoie ma couturière demain. » Avant que Juliette puisse protester davantage, Clémence s'éloigna d'un pas léger, la laissant seule avec ses pensées tumultueuses. Le soir tombait, quand Gabin réapparut dans les jardins. Cette fois, il était seul, sa cravate desserrée et sa veste jetée négligemment sur son épaule. Il semblait fatigué, vulnérable presque. Il s'arrêta devant elle sans un mot, observant son travail. Juliette sentait son regard peser sur elle, mais elle continua à arroser ses plantations, essayant d'ignorer l'électricité qui crépitait dans l'air. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il soudain. « Pardon, ce travail. Vous pourriez enseigner la botanique dans une université, travailler dans un laboratoire. Pourquoi vous enterrer ici ?» Sa question la prit au dépourvu. Personne ne s'était jamais soucié de ses motivations. Parce que, elle chercha ses mots, parce que redonner vie à ce qui semblait perdu pour toujours, c'est magique. Il la regarda intensément, comme si sa réponse révélait quelque chose d'important. « Magique », répéta-t-il doucement, et pour la première fois sa voix portait une note de mélancolie. Puis il tourna les talons et rentra dans le manoir, la laissant avec l'étrange impression que quelque chose venait de changer entre eux. Le bal l'attendait. Et avec lui, un destin qu'elle n'imaginait pas encore. Le miroir de sa modeste chambre lui renvoyait un reflet qu'elle ne reconnaissait pas. Juliette effleura délicatement le tissu de soie, Midnight Blue, qui épousait ses courbes, avec une élégance qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. La couturière de Clémence avait accompli un miracle, transformé une jardinière invisible en femme éblouissante. « Mademoiselle, vous êtes magnifique », murmura Sylvie, la jeune femme de chambre que Clémence avait envoyée pour l'aider. Ses doigts experts avaient libéré les cheveux châtains de Juliette de leur tresse habituelle, les coiffant en un chignon sophistiqué
qui dégageait la ligne gracieuse de son cou. Juliette contempla cette version d'elle-même avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Les boucles d'oreilles en perles que lui avait prêtées Clémence captaient à la lumière, et le maquillage subtil révélait l'éclat naturel de ses yeux noisettes. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait ce que signifiait se sentir belle. « J'ai peur », avoua-t-elle dans un souffle. « De quoi, mademoiselle ? De ne pas être à ma place, de faire un faux pas, d'être remarquée ?» compléta Sylvie avec un sourire complice. Juliette hocha la tête, incapable de formuler ses vraies craintes. Comment expliquer qu'elle redoutait de croiser le regard de Gabin, que depuis leur dernière conversation dans les jardins, elle pensait à lui constamment, qu'elle avait surpris son reflet dans les fenêtres du manoir ces derniers jours, comme s'il l'observait. Le carrosse de Clémence l'attendait devant sa petite maison de Montmartre. Le trajet jusqu'au château de Montclair lui parut durer une éternité, chaque kilomètre l'éloignant davantage de sa zone de confort. Clémence babillait avec enthousiasme, mais Juliette entendait à peine ses mots, perdus dans ses pensées. « Il sera là, tu sais » dit soudain Clémence, interrompant le fil de ses réflexions. « Qui » demanda Juliette, feignant l'innocence. « Gabin Moreau. Maman l'invite toujours. Il ne vient jamais, mais cette année... » Elle adressa un regard malicieux à son ami. « Cette année, il a accepté. » Le cœur de Juliette manqua un battement. « Cela ne me concerne pas. »« Bien sûr que non, » sourit Clémence. « C'est pour cela que tu trembles. » Le château de Montclair s'illuminait de mille feux, ses fenêtres dorées perçant la nuit d'hiver comme des étoiles terrestres. Des voitures luxueuses défilaient dans l'allée principale, déversant une procession d'invités en tenue de soirée. Juliette sentit son courage l'abandonner. « Je ne peux pas, » chuchota-t-elle. « Regarde-les tous. Je ne suis qu'une... Tu es mon amie, » l'interrompit fermement Clémence. « Et ce soir, tu es ma invitée d'honneur. » L'entrée dans le grand salon fut un tourbillon de sensations. Le plafond voûté résonnait des conversations feutrées et du tintement cristallin des coupes de champagne. L'orchestre jouait une valse de Chopin et les couples évoluaient sur le parquet avec la grâce naturelle de ceux qui avaient appris à danser avant de savoir marcher. Juliette suivit Clémence, essayant d'ignorer les regards curieux qui se posaient sur elle. Quelques murmures parvinrent à ses oreilles. « Qui est cette jeune femme ? Elle n'est pas de notre milieu. Très jolie. Mais d'où sort-elle ? Mademoiselle de Montclair. » Un jeune homme élégant aux cheveux blonds s'approcha d'elle. Julien de Beaumont, héritier d'une fortune industrielle, était réputé pour son charme et ses conquêtes. Son regard s'attarda sur Juliette avec un intérêt non dissimulé. « Permettez-moi de vous présenter mon amie, Juliette Blanc, » dit Clémence. « Enchantée, » murmura Julien en portant la main de Juliette à ses lèvres. « M'accorderiez-vous cette danse ?» Juliette hésita, mais Clémence la poussa gentiment. « Vas-y, tu danses merveilleusement. » Sur la piste, Julien se révéla un cavalier attentionné et spirituel. Il la faisait rire, la mettait à l'aise, et progressivement Juliette sentit sa nervosité s'estomper. Elle commençait même à prendre plaisir à cette soirée quand elle le vit. Gabin venait d'entrer dans le salon, imposant dans son smoking noir impeccable. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés et son regard balayait l'assemblée avec cette froideur habituelle qui le tenait à distance du monde. Mais quand ses yeux se posèrent sur elle, quelque chose changea dans son expression. Il s'immobilisa comme frappé par la foudre. Son visage, d'ordinaire impassible, trahit une surprise profonde, puis une émotion plus sombre que Juliette ne sut identifier. Elle manqua un pas, troublée par l'intensité de ce regard. « Vous connaissez Moreau ?» demanda Julien qui avait suivi la direction de ses yeux. « Nous nous sommes croisés, » bégaya-t-elle. Gabin s'approchait, fendant la foule avec cette assurance naturelle des hommes habitués à commander. Plusieurs femmes tentèrent d'attirer son attention au passage, mais il ne les voyait pas. Ses yeux restaient fixés sur Juliette, et dans ce regard, elle lut quelque chose qui la fit frissonner. Une possessivité primitive, presque sauvage. « Bonsoir, Beaumont », dit-il en arrivant à leur hauteur, sa voix tendue. « Moreau, quelle surprise de vous voir ici. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Blanc. »« Nous nous connaissons », répondit Gabin sans quitter Juliette des yeux. Le silence qui suivit crépitait de tension. Julien sembla percevoir l'électricité dans l'air et resserra imperceptiblement son étreinte sur la taille de Juliette. Ce geste, anodin en apparence, eut sur Gabin l'effet d'une provocation. « La danse est terminée », déclara-t-il d'un ton sans appel. « En fait, » sourit Julien avec une politesse teintée de défi, « nous venions juste de commencer. » Et il entraîna Juliette dans un nouveau mouvement de valse, tournant ostensiblement le dos à Gabin. Juliette vit les mâchoires de ce dernier se contracter, ses poings se serrer. Dans ses yeux bleus, une tempête se déchaînait. C'est alors qu'elle comprit, Gabin Moreau,
L'homme qui la considérait comme invisible depuis des mois était en train de devenir fou de jalousie. La musique continuait, mais l'orage approchait. La valse de Chopin résonnait dans le grand salon, mais Gabin n'entendait plus que les battements désordonnés de son propre cœur. Il regardait Juliette évoluer dans les bras de Julien de Beaumont, et chaque sourire qu'elle lui accordait était comme un coup de poignard dans sa poitrine. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Cette femme qu'il croisait chaque matin dans ses jardins, qu'il considérait comme un simple élément du décor, se révélait ce soir d'une beauté à couper le souffle. Mais ce n'était pas seulement sa transformation physique qui le bouleversait. C'était la grâce naturelle avec laquelle elle évoluait, la lumière qui émanait d'elle, cette présence magnétique qu'il avait été incapable de percevoir quand elle portait ses habits de jardinière. « Gabin, tu vas bien ?» La voix de Margot de Villemont, une connaissance de longue date, le tira brutalement de sa contemplation. Il se tourna vers elle, mais ses yeux revinrent immédiatement vers la piste de danse. « Qui est cette jeune femme ?» demanda Margot en suivant son regard. « Elle ne fait pas partie de notre cercle habituel. »« Peu importe, » répondit-il sèchement, mais sa voix trahissait une tension inhabituelle. Sur la piste, Julien se penchait vers Juliette, lui murmurant quelque chose à l'oreille qui la fit rire. Ce rire cristallin que Gabin n'avait jamais entendu résonna dans sa tête comme une mélodie obsédante. Quand avait-elle ri pour la dernière fois en sa présence? Jamais. Il ne lui avait jamais donné de raison de rire. « Elle est charmante, » continua Margot. « Un peu différente de nos amis habituels, mais... »« Tais-toi, » coupa Gabin avec une rudesse qui fit reculer la jeune femme. Il ne supportait plus ses commentaires, ses jugements à peine voilés sur les origines de Juliette. Depuis combien de temps la défendait-il intérieurement, sans même s'en rendre compte? Depuis quand son bien-être lui importait-il plus que son propre confort? La musique prit fin, mais Julien ne relâcha pas sa cavalière. Au contraire, il la retint par la main, l'attirant vers les jardins d'hiver adjacents au salon. Gabin sentit quelque chose se briser en lui. « Excusez-moi » marmonna-t-il en abandonnant Margot. Il se dirigea vers les jardins d'hiver d'un pas déterminé, bousculant au passage plusieurs invités qui tentaient d'engager la conversation. Derrière les porte-fenêtres, il vit Julien et Juliette qui admiraient les orchidées rares de la duchesse. La main de Beaumont effleurait le bras nu de Juliette, et elle ne semblait pas s'en offusquer. « Vous devriez venir à mon château en Dordogne », disait Julien quand Gabin les rejoignit. « J'organise souvent des week-ends champêtres. Vous adoreriez mes jardins. »« C'est très aimable, » répondit Juliette, un sourire timide aux lèvres. « Mademoiselle Blanc. » La voix de Gabin claqua comme un fouet dans l'air tiède des jardins d'hiver. Juliette sursauta, portant instinctivement la main à son cœur. Dans la lumière tamisée des lanternes, Gabin lui parut plus imposant que jamais, ses traits durs creusés par des ombres qui accentuaient la tension de ses mâchoires. « Monsieur Moreau, » balbutia-t-elle, « il se fait tard, je vais vous raccompagner. » Ce n'était pas une proposition, mais un ordre, prononcé avec cette autorité naturelle des hommes habitués à être obéis. Julien fronça les sourcils. « En fait, j'avais proposé à mademoiselle Blanc de... »« Je n'ai rien demandé à personne. » L'interrompit Gabin, ses yeux bleus lançant des éclairs. « Gabin, » murmura Juliette, troublée par son comportement, « vous n'avez pas le droit de... »« Si, j'en ai le droit. » Ces mots sortirent de sa bouche avec une conviction qui le surprit lui-même. Julien se redressa, comprenant enfin la nature du conflit qui se jouait devant lui. « Aurais-je manqué quelque chose ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. « Mademoiselle Blanc ne m'a pas dit qu'elle était attachée. »« Elle ne l'était pas, » répondit Gabin, et dans sa voix perçait une vulnérabilité qu'il tentait désespérément de masquer. Du moins, pas officiellement. Juliette le regardait avec des yeux écarquillés, ne comprenant pas où il voulait en venir. Comment pouvait-il prétendre avoir des droits sur elle alors qu'il l'avait ignorée pendant des mois? « Julien, » dit-elle d'une voix ferme, « pourriez-vous nous laisser un moment ?» Le jeune homme hésita, puis s'inclina galamment. « Bien sûr. J'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre notre conversation plus tard. » Il s'éloigna, non sans avoir jeté un regard lourd de sens vers Gabin. Une fois seule, Juliette se tourna vers lui, ses joues empourprées par la colère. « Comment osez-vous » siffla-t-elle. « Comment osez-vous me traiter comme votre propriété ?»« Parce que c'est ce que vous êtes, » répondit-il avec une sincérité brutale qui les choqua tous les deux. Juliette recula d'un pas, comme giflée. « Je vous demande pardon ?» Gabin réalisa l'énormité de ce qu'il venait de dire, mais il était trop tard pour reculer. Les mots sortèrent de lui comme un torrent longtemps contenu. « Depuis des mois, vous hantez mes jardins, mes pensées. Vous croyez que je ne vous vois pas, mais je vous observe chaque matin depuis ma fenêtre. Je connais la façon dont vous caressez les roses, dont vous parlez aux plantes comme à des amis. Je connais ce petit sourire que vous avez quand une fleur s'épanouit sous vos soins. » Juliette le fixait médusée,
Vous m'observiez constamment. Et ce soir, vous voir dans les bras d'un autre, il passa une main tremblante dans ses cheveux. C'était insupportable. Ils se regardèrent en silence, le poids de cette révélation planant entre eux. Puis, depuis le salon principal, la musique reprit. Un nouveau morceau, plus entraînant. Juliette fit un pas vers la sortie. « Je dois retourner au bal. » « Non. » Il lui saisit le poignet doucement mais fermement. « Restez avec moi. » « Pourquoi le ferais-je? Vous m'avez ignoré pendant des mois. Et maintenant, parce qu'un autre homme s'intéresse à moi, vous dansez avec moi. » Sa demande était si inattendue qu'elle en oublia sa colère. « Quoi? Danser avec moi ?» répéta-t-il, et cette fois sa voix portait une supplication qu'elle ne lui avait jamais entendue. Avant qu'elle puisse répondre, il l'attira contre lui. Là, au milieu des orchidées exotiques et des parfums capiteux, ils se mirent à danser sur la musique lointaine. Pas de valse cette fois, mais quelque chose de plus intime, de plus dangereux. Juliette sentait la chaleur de ses mains sur sa taille, respirait son eau de Cologne mêlée à quelque chose de plus masculin, de plus personnel. Pour la première fois, Gabin Moreau lui semblait humain, vulnérable. « Pourquoi maintenant ?» chuchota-t-elle contre son épaule. « Parce que ce soir j'ai compris que j'étais en train de vous perdre avant même de vous avoir eu. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Juliette comme une révélation. Mais avant qu'elle puisse répondre, des voix s'élevèrent depuis le salon. Julien était de retour accompagné de plusieurs invités curieux. « Gabin, nous vous cherchions !» lança une voix féminine. Le charme fut rompu. Gabin et Juliette se séparèrent précipitamment, mais il était trop tard. Une douzaine de regards s'étaient posés sur eux, chargés de curiosité et de sous-entendus. L'orage qu'ils avaient repoussé était sur le point d'éclater. Le retour dans le grand salon fut comme une plongée en eau trouble. Les regards se posaient sur eux avec une curiosité mal dissimulée, et Juliette sentait les murmures enfler autour d'elle comme une marée montante. Clémence se fraya un chemin à travers la foule, son visage exprimant un mélange d'inquiétude et d'excitation. « Juliette, je te cherchais partout !» dit-elle en jetant un regard interrogateur vers Gabin. « Tout va bien ?»« Parfaitement !» répondit Gabin d'un ton sec qui n'invitait pas aux questions. Mais Juliette voyait bien que rien n'allait. L'air était électrique, chargé d'une tension qui menaçait d'exploser à tout moment. Les invités semblaient le sentir aussi. Leur conversation s'était tue. Tous les regards convergeaient vers eux. Julien réapparut à leur côté, un sourire courtois aux lèvres, mais les yeux brillants de malice. Il avait compris qu'il se jouait là quelque chose de plus grand qu'une simple rivalité mondaine. « Mademoiselle Blanc, dit-il en s'inclinant légèrement, m'accorderiez-vous cette danse? Je crois que l'orchestre joue une mazurka. » Juliette hésita, sentant la tension irradier du corps de Gabin à côté d'elle. Elle leva les yeux vers lui, cherchant une guidance, mais son visage était redevenu ce masque de marbre qu'elle connaissait si bien. Pourtant, dans ses yeux bleus, elle lisait une tempête. « Avec plaisir », répondit-elle finalement, par défi autant que par confusion. Elle vit les mâchoires de Gabin se contracter, mais il ne dit rien. Pas encore. Sur la piste de danse, Julien se montra plus entreprenant que lors de leur première valse. Sa main se faisait plus possessive sur sa taille, son sourire plus confidentiel. Autour d'eux, d'autres couples évoluaient, mais Juliette avait l'impression désagréable d'être devenue le spectacle principal. « Vous avez fait sensation ce soir », murmura Julien en la faisant tourner. « Moreau semble troublé par votre présence. Monsieur de Beaumont, je préférerais que nous parlions d'autre chose. »« Bien sûr, » sourit-il, « parlons de nous. J'aimerais vraiment vous revoir. Peut-être pourriez-vous me rendre visite en Dordogne le week-end prochain ?» Juliette ne répondit pas immédiatement, son regard dérivant malgré elle vers l'endroit où se tenait Gabin. Il n'avait pas bougé, planté comme un roc au bord de la piste, les poings serrés le long du corps. Ses yeux ne les quittaient pas. « Mademoiselle Blanc ?» insista Julien. « Je ne sais pas si ce serait approprié. »« Approprié ?» Il eut un rire léger. « Voyons, nous ne sommes plus au siècle dernier. Une femme indépendante peut bien accepter l'invitation d'un ami. Ami. » Le mot résonna étrangement aux oreilles de Juliette. Était-ce ce qu'elle recherchait? Une amitié simple, sans complications, sans ces regards brûlants qui la troublaient tant? La musique s'intensifia, et Julien la fit virevolter avec plus d'ardeur. Dans le mouvement, la main du jeune homme glissa plus bas sur sa hanche, un geste qui aurait pu passer pour accidentel, mais qui ne l'était pas. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Gabin traversa la piste de danse comme un ouragan, repoussant sans ménagement les couples qui se trouvaient sur son passage. Son visage était livide, ses traits déformés par une rage qu'il ne parvenait plus à contenir. « Ça suffit », gronda-t-il en arrivant à leur hauteur. « Gabin », tenta Juliette, alarmée par son expression.
Monsieur Moreau, dit Julien avec un calme provocateur, nous dansions. Peut-être pourriez-vous attendre. Écartez-vous d'elle. La menace dans sa voix fit reculer plusieurs couples. Un cercle se forma autour d'eux, les invités comprenant qu'ils assistaient à quelque chose d'exceptionnel. L'orchestre continua à jouer, mais les musiciens jetaient des regards nerveux vers la scène qui se déroulait sur leur piste. « Gabin, vous vous donnez en spectacle », chuchota Juliette, mortifiée. « Je me fiche du spectacle. » Il saisit le poignet de Julien et l'écarta d'elle avec une force qui fit chanceler le jeune homme. Puis il attira Juliette contre lui, possessif, protecteur, désespéré. « Que faites-vous » balbutia-t-elle. « Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. » Julien se redressa, son élégance habituelle écornée par l'humiliation publique. « Moreau, vous perdez la raison. Cette jeune femme n'est pas votre propriété. Détrompez-vous. » Gabin se tourna vers l'assemblée médusée. Tout le gratin parisien était là. Duchesse, industriels, politiciens, artistes. Tous le regardaient avec une fascination morbide, attendant de voir jusqu'où irait le scandale. « Mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix qui porta dans tout le salon. « Non », chuchota Juliette, comprenant ce qui allait se passer. « Gabin, non !» Mais il était trop tard. Quelque chose s'était brisé en lui. Toutes les barrières qu'il avait érigées autour de son cœur venaient de s'effondrer. Il la regardait avec une intensité qui la fit trembler, ses yeux bleus brillant d'une émotion pure et terrifiante. « Arrêtez cette mascarade !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le silence stupéfait. « Cessez de la regarder comme si elle était disponible. Cessez de lui faire la cour. » L'orchestre s'arrêta net. Un silence de mort s'abattit sur le salon. Parce que cette femme... Il marqua une pause, ses yeux rivés sur ceux de Juliette. « Cette femme extraordinaire, cette femme que j'ai été assez stupide pour ignorer, cette femme que j'aime depuis des mois sans avoir le courage de me l'avouer. Gabin, souffla-t-elle, les larmes aux yeux. Il éleva la voix, et ses mots claquèrent comme une déflagration dans l'air confiné du salon. « C'est ma femme !» Le silence qui suivit fut assourdissant. 300 invités de la haute société française venaient d'assister à la déclaration la plus publique et la plus scandaleuse de leur vie. Gabin Moreau, l'homme le plus inaccessible de Paris, venait de revendiquer une jardinière devant tout ce que la France comptait de noblesse et de fortune. Juliette le regardait, bouleversée, les joues baignées de larmes. Dans ses yeux, il lisait un mélange de joie, de terreur et de colère. « Comment osez-vous » chuchota-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Comment osez-vous décider pour moi, devant tous ces gens ?» Elle se dégagea de son étreinte et s'enfuit vers la sortie, bousculant les invités pétrifiés sur son passage. Gabin voulut la suivre, mais Clémence lui barra la route. « Laissez-la, dit-elle fermement. Vous avez fait assez de dégâts pour ce soir. » Gabin regarda autour de lui. 300 pères Dieu le fixaient avec un mélange de stupéfaction et de réprobation. Il venait de commettre l'irréparable. Il avait déclaré son amour de la façon la plus spectaculaire possible, mais aussi la plus égoïste. Et Juliette était partie. Dans le silence pesant du salon, il comprit qu'il avait peut-être gagné son cœur, mais qu'il risquait de l'avoir perdu à jamais. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de dentelle de sa petite chambre, mais Juliette n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assise sur le rebord de sa fenêtre, encore vêtue de sa robe de bal froissée, elle regardait sans les voir les toits de Montmartre qui s'éveillaient lentement. « C'est ma femme ». Ces mots résonnaient encore dans sa tête comme un écho obsédant. Pas une déclaration d'amour, pas une demande, une revendication, une possession publique qui l'avait humiliée devant tout le gratin parisien. Elle porta les mains à ses tempes, essayant de calmer le tumulte de ses pensées. Comment avait-elle pu être assez naïve pour croire qu'un homme comme Gabin Moreau pourrait l'aimer véritablement? Pour lui, elle n'était qu'un objet de désir, quelque chose à conquérir et à exhiber quand cela l'arrangeait. 3 coups discrets à sa porte la tirèrent de ses ruminations. Clémence entra sans attendre de réponse, portant un plateau avec du thé fumant et des croissants encore tièdes. « Tu n'as pas dormi ?» constata son ami en posant le plateau sur la petite table. « Comment le pourrais-je? Après ce qui s'est passé hier soir ?» Juliette secoua la tête, incapable de finir sa phrase. « Tout Paris en parle déjà », dit doucement Clémence. « Les journaux du matin titrent « Le scandale du bal de Montclair ». Certains racontent même que vous étiez amants depuis des mois. » Juliette ferma les yeux, accablée. « Ma réputation est ruinée. »« Non, elle est transformée. » Clémence s'assit à côté d'elle. « Juliette, j'ai vu son visage quand il a crié ces mots. Ce n'était pas de la possession, c'était de la panique pure, la peur de te perdre. Alors pourquoi ai-je l'impression d'avoir été traité comme un trophée? Parce que les hommes comme Gabin ne savent pas aimer autrement, du moins pas au début. » Un silence s'installa entre elles.
rompu seulement par le bruit de la circulation matinale. Puis Clémence reprit, d'une voix plus grave, « Il t'attend en bas. » Le cœur de Juliette fit un bond. « Quoi ? Depuis 6 heures ce matin. Il fait les 100 pas devant ton immeuble comme un fou. Madame Rousseau, ta voisine, m'a dit qu'il était arrivé dans sa voiture avant l'aube. » Juliette se leva d'un bond et regarda par la fenêtre. Effectivement, la silhouette de Gabin était visible près de sa Bentley noire, les traits tirés, les cheveux en bataille. Il avait troqué son smoking contre un simple pantalon sombre et une chemise blanche, mais même dans cette tenue décontractée, il paraissait magnifique et désespéré. « Je ne veux pas lui parler, » murmura-t-elle. « Menteuse !» Clémence lui prit la main. « Tu es amoureuse de lui. Cela se voit dans tes yeux chaque fois que son nom est prononcé. Et alors, l'amour ne suffit pas, pas quand il vient avec de l'humiliation et du mépris. Alors dis-le lui, affronte-le. Montre-lui que Juliette Blanc ne se laisse pas dicter sa conduite, même par un milliardaire. » 1 heure plus tard, Juliette descendait les escaliers de son immeuble, vêtue d'une simple robe d'été bleue qui contrastait cruellement avec la splendeur de la veille. Gabin se redressa en la voyant, son visage exprimant un soulagement profond mêlé d'appréhension. « Juliette, » dit-il en s'approchant, « merci d'être venue. Je ne suis pas venu pour vous, je descends faire mes courses. » Elle passa devant lui sans s'arrêter, mais il lui emboîta le pas. « S'il vous plaît, accordez-moi 5 minutes. » « 5 minutes pourquoi? Pour m'expliquer pourquoi vous m'avez humilié devant 300 personnes? Pour me dire que j'ai mal compris votre geste si romantique ?» Sa voix débordait d'une amertume qui le fit tressaillir. Il accéléra le pas pour se placer devant elle, l'obligeant à s'arrêter. « Vous avez raison d'être en colère, dit-il. J'ai agi comme un sauvage hier soir, comme un homme qui pense que les femmes sont sa propriété, termina-t-elle froidement. Oui, son aveu brutal la surprit. C'est exactement ce que j'ai fait, et je le regrette plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils étaient maintenant face à face sur le trottoir de la rue Le Pic, les passants les contournant avec curiosité. Gabin Moreau, l'un des hommes les plus puissants de France, qui s'excusait publiquement auprès d'une femme du peuple. Regret ne suffit pas, Gabin. Pour la première fois, elle utilisait son prénom, et le son de sa voix prononçant ce mot le fit frissonner. Vous m'avez revendiqué comme si j'étais un objet. Vous avez décidé de mes sentiments à ma place. Vous avez exposé ma vie privée à la curiosité malsaine de tout Paris. Je sais. Et le pire, continua-t-elle, sa voix se brisant légèrement, c'est que vous avez fait cela au moment où je commençais à... où vous auriez pu quoi? Où j'aurais pu tomber amoureuse de vous, avoua-t-elle dans un souffle. Ces mots les frappèrent tous les deux comme une gifle. Gabin recula d'un pas, comme physiquement touchée par cette révélation. « Juliette, non, laissez-moi finir. » Elle redressa les épaules, puisant dans une force qu'elle ne se connaissait pas. « Pendant des mois, j'ai été invisible à vos yeux. J'étais la jardinière, la petite fonctionnaire qui s'occupait de vos roses. Et puis hier, quand j'ai osé exister aux yeux d'un autre homme, soudain je suis devenue intéressante. Soudain j'étais digne de votre attention. Ce n'est pas... Si, c'est exactement cela. » Ses yeux noisettes brillaient de larmes contenues. « Vous ne m'aimez pas, Gabin. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne voyez même pas. Ce que vous ressentez, c'est de la possessivité, de l'orgueil blessé, peut-être même du désir, mais ce n'est pas de l'amour. » Gabin la regardait, dévastée par la justesse de ses reproches. Elle avait raison sur presque tout, presque, car il y avait une chose qu'elle ne savait pas, qu'elle ne pouvait pas savoir. « Vous vous trompez sur un point, » dit-il d'une voix rauque. « Je vous voyais. Tous les matins depuis 3 mois, je me postais à ma fenêtre pour vous regarder travailler. Je connaissais vos habitudes, vos gestes, votre façon de sourire aux roses quand elles s'épanouissaient. Je vous entendais parfois fredonner en jardinant, et cette mélodie me poursuivait toute la journée. » Juliette se figea, troublée par ces révélations. « Alors pourquoi, chuchota-t-elle, pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé? Pourquoi m'avez-vous traité comme si je n'existais pas? » « Parce que j'avais peur. » L'aveu lui échappa, sincère et douloureux. Peur de ce que vous représentiez, peur de ce que je ressentais. J'ai construit ma vie entière sur le contrôle, Juliette, et vous menaciez de faire s'effondrer tous mes remparts. Elle le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la vérité derrière ses mots. Ce qu'elle y vit, cette vulnérabilité nue, cette terreur presque enfantine, lui serra le cœur. « L'amour ne se décrète pas, Gabin, » dit-elle finalement. « Il ne se crie pas devant des inconnus. Il se vit jour après jour dans le respect et la tendresse. Si vous voulez une chance avec moi, une vraie chance, il va falloir apprendre à m'aimer autrement qu'en me possédant. » Elle tourna les talons et s'éloigna, le laissant seul sur le trottoir avec ses remords et ses espoirs brisés. Mais pour la première fois depuis longtemps, Gabin Moreau comprit qu'il avait enfin trouvé une femme qui valait la peine de changer.
3 jours s'écoulèrent dans un silence pesant. Juliette n'était pas retournée au manoir et Gabin n'avait pas tenté de la recontacter. Mais ce silence apparent masquait une tempête d'activité. Le premier signe fut un bouquet de roses anciennes déposé devant sa porte. Pas des fleurs de fleuriste, mais des roses de son propre jardin, celles qu'elle avait soignées de ses mains. Pas de carte, pas de message, juste la délicate attention de quelqu'un qui comprenait enfin ce qui comptait vraiment pour elle. Le deuxième fut plus surprenant. Madame Dubois, la gouvernante hautaine du manoir, apparut à sa porte avec une enveloppe scellée. « De la part de Monsieur Moreau, » dit-elle d'un ton inhabituellement respectueux. « Il m'a demandé de vous remettre ceci personnellement. » À l'intérieur, Juliette trouva une clé ancienne en fer forgé et un simple mot pour comprendre. « La tour ouest, 3e étage. Venez quand vous serez prête. G. » La curiosité l'emporta sur la rancœur. Le lendemain matin, elle retourna au manoir, non pas pour reprendre son travail, mais pour découvrir ce que Gabin voulait lui montrer. La tour ouest était la partie la plus ancienne du domaine, celle que l'on disait fermée depuis des années. La clé ouvrit sans difficulté une lourde porte de chêne, révélant un escalier en colimaçon qui montait vers l'obscurité. Au 3e étage, une nouvelle porte l'attendait. Elle l'ouvrit et retint son souffle. La pièce était un sanctuaire de souvenirs. Sur les murs, des dizaines de photographies retracèrent la vie d'une femme magnifique aux traits délicats, Isabelle Moreau, la mère de Gabin. Mais ce n'étaient pas des portraits officiels, c'étaient des instantanés intimes. Isabelle dans un jardin, les mains pleines de terre, souriant à l'objectif. Isabelle agenouillée près d'un parterre de fleurs, montrant à un petit garçon blond comment planter une graine. Elle était botaniste. Juliette sursauta. Gabin était là, appuyé contre l'embrasure de la porte, ses traits marqués par une mélancolie qu'elle ne lui avait jamais vue. « Je ne vous ai pas entendu monter, » murmura-t-elle. « J'étais déjà là. J'espérais que vous viendriez. » Il s'avança dans la pièce, ses pas résonnant sur le parquet ancien. « Ma mère adorait les jardins. C'est elle qui a créé ceux du manoir, qui a planté ces roses que vous soignez aujourd'hui. » Juliette observa les photographies avec une émotion nouvelle. Dans les yeux de la petite garçon qu'était Gabin, elle voyait une adoration pure pour cette femme qui lui apprenait les secrets de la nature. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle doucement. « Accident de voiture. J'avais 12 ans. » Sa voix se brisa légèrement. Un soir de tempête, elle revenait de chez son pépiniériste. Mon père l'avait envoyé acheter des plants pour un dîner d'affaires le lendemain. Elle n'avait pas voulu y aller. Il pleuvait trop. Mais il a insisté. Juliette sentit son cœur se serrer. Gabin. Après sa mort, mon père a fermé cette pièce. Il a fait arracher tous ses jardins, remplacer ses parterres de fleurs par des pelouses impeccables. Plus pratique pour l'entretien, disait-il. En réalité, il ne supportait plus rien qui lui rappelle ce qu'il avait perdu par son obstination. Il se dirigea vers une vitrine dans laquelle étaient exposés des outils de jardinage délicats, visiblement féminins. J'ai sauvé ce que j'ai pu, ses affaires, ses livres de botanique, ses carnets de notes sur les plantes. C'est pour cela que vous ne descendiez jamais dans les jardins, comprit Juliette. Vous fuyiez ces souvenirs. Au contraire, il se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une douleur ancienne. Je les cherchais. Chaque matin, en vous regardant travailler, j'avais l'impression qu'elle était revenue. Vos gestes, votre façon de parler aux plantes, vous lui ressemblez tellement. Cette révélation frappa Juliette comme une gifle. C'est donc cela? Je ne suis qu'un substitut? Un fantôme du passé? Non. Il fit un pas vers elle, désespéré. C'est ce que j'ai cru au début. Mais ensuite j'ai commencé à vous voir, vous, Juliette. Votre force, votre gentillesse, votre façon unique de voir la beauté dans les choses abandonnées. Vous n'êtes pas ma mère. Vous êtes... vous. Il se passa une main dans les cheveux, luttant pour trouver les mots justes. Après sa mort, j'ai juré de ne plus jamais laisser quelqu'un d'important partir sans avoir dit ce que j'avais à dire. Mais quand vous avez dansé avec Beaumont, quand j'ai vu qu'il pourrait vous emmener loin de moi, j'ai paniqué. J'ai dit ces mots terribles, de la pire façon possible. Juliette écoutait, partagée entre la compassion et la colère. L'histoire de Gabin expliquait ses peurs, mais n'excusait pas ses actes. « Votre douleur ne vous donne pas le droit de me blesser, » dit-elle fermement. « Votre peur de perdre ne justifie pas que vous me traitiez comme votre propriété. Je sais. » Il s'approcha encore, ses yeux ne quittant pas les siens. « C'est pourquoi je dois vous dire autre chose, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Il prit une profonde inspiration, comme un homme sur le point de sauter dans le vide. « Après la mort de ma mère, j'ai fait une promesse à mon père. Si jamais je tombais amoureux, si jamais je trouvais une femme qui comptait vraiment pour moi, je ne la laisserais pas partir. Même si cela me tuait, je me battrais pour elle. Gabin. Mais,
continua-t-il, et sa voix se fit plus douce. Ma mère m'a appris autre chose avant de mourir. Elle m'a dit que l'amour véritable, ce n'est pas posséder quelqu'un, c'est lui donner la liberté de choisir, et si elle choisit de rester, alors c'est le plus beau des cadeaux. Il recula d'un pas, lui laissant l'espace de respirer, de réfléchir. « Je vous aime, Juliette, pas parce que vous me rappelez ma mère, pas parce que je veux vous posséder. Je vous aime parce que vous avez ramené la vie dans mes jardins morts, parce que vous m'avez montré qu'il était possible de faire refleurir ce qui semblait perdu à jamais. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Mais je ne vous retiendrai plus. Si vous voulez partir, partez. Si vous voulez rester, restez parce que vous le choisissez, pas parce que je l'exige. » Il quitta la pièce, la laissant seule avec les fantômes du passé et les promesses d'un avenir incertain. Juliette regarda longuement les photographies d'Isabelle Moreau. Dans le sourire de cette femme disparue, elle voyait l'écho de sa propre passion pour les jardins, de son propre besoin de faire renaître la beauté. Mais elle voyait aussi autre chose, l'amour d'une mère qui avait appris à son fils les vraies valeurs, avant que la tragédie ne les déforme. Pour la première fois, elle comprenait vraiment l'homme qu'était Gabin Moreau, et pour la première fois, elle devait décider si cet homme méritait une vraie chance. Le choix lui appartenait désormais, entièrement. Juliette ne retourna pas chez elle ce jour-là. Elle resta dans la tour ouest jusqu'au coucher du soleil, parcourant les carnets botaniques d'Isabelle Moreau, découvrant dans cette écriture délicate les plans originaux des jardins du manoir. Chaque page révélait une femme passionnée, méticuleuse, qui avait voulu créer un paradis terrestre pour son fils. Pour Gabin, mon petit jardinier, que ces fleurs lui rappellent toujours qu'après l'hiver vient toujours le printemps. Cette dédicace, griffonnée sur la première page du carnet principal, lui serra le cœur. Quand elle descendit enfin, la nuit était tombée. Le manoir baignait dans une lumière dorée et les jardins exhalaient leur parfum nocturne. Elle s'attendait à trouver Gabin quelque part, mais il n'était nulle part. Seul Émile, le vieux jardinier qui s'occupait de l'entretien basique, l'attendait près de la roseraie. « Mademoiselle Blanc, » dit-il en ôtant sa casquette. « Monsieur Moreau m'a demandé de vous remettre ceci. » Il lui tendit une enveloppe simple, sans cachet ni ornement. À l'intérieur, quelques lignes écrites de la main de Gabin. « Juliette, j'ai pris des dispositions pour que vous puissiez continuer à travailler au jardin aussi longtemps que vous le souhaiterez, que je sois présent ou non. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de votre sécurité financière. Ce n'est pas pour vous acheter, c'est pour vous libérer. Pour que votre choix, quel qu'il soit vraiment libre. G. » Le cœur de Juliette battait si fort qu'elle était sûre qu'Émile l'entendait. Gabin était parti. Il lui avait donné la liberté qu'elle réclamait, totalement, sans condition. « Où est-il allé » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « À Paris, mademoiselle. Il a dit qu'il ne reviendrait que si vous le demandiez. » Cette nuit-là, Juliette arpenta les jardins comme une âme en peine. Sans la présence de Gabin, même invisible, le manoir lui semblait vide, dénué de sens. Elle toucha les roses qu'Isabelle avait plantées, imagina cette femme courageuse apprenant à son fils les secrets de la terre et de l'amour. 3 jours passèrent dans cette solitude étrange. Juliette reprit son travail, mais le cœur n'y était plus. Chaque matin, elle scrutait les fenêtres du manoir, espérant apercevoir sa silhouette. Chaque soir, elle repartait déçue. Le 4e jour, Clémence débarqua sans prévenir, l'air déterminé. « Assez !» déclara-t-elle en trouvant Juliette accroupie près des massifs de lavande. « Tu dépéris à vue d'œil. »« Je ne dépéris pas, je travaille. »« Tu te mens. » Clémence s'assit sur le rebord de la fontaine. « Tu l'aimes, il t'aime, mais vous vous comportez comme 2 idiots orgueilleux. Ce n'est pas si simple. Bien sûr que si. Tu voulais qu'il change. Il a changé. Tu voulais qu'il te laisse le choix. Il te l'a laissé. Tu voulais qu'il apprenne à aimer sans posséder. Il est parti pour te prouver qu'il en était capable. » Juliette leva les yeux vers son amie, troublée par la justesse de ses observations. « Et maintenant, » continua Clémence, « tu as peur qu'il ne revienne pas, peur de lui faire confiance, peur d'avouer que tu ne peux plus vivre sans lui. Clémence, il faut que tu saches quelque chose. » Son amie baissa la voix. « Hier, j'ai croisé Madame Laroche, la gouvernante des Beaumont. Julien a demandé ta main à son père. » Le monde de Juliette sembla s'arrêter. « Quoi ? Il compte officialiser sa demande la semaine prochaine. Il a dit à tout le monde que tu étais libre, que Gabin t'avait abandonné après son esclandre au bal. » Une colère sourde monta en Juliette. Comment osait-il profiter de l'absence de Gabin pour la récupérer comme un lot de consolation? « Ce n'est pas tout, » reprit Clémence. « Ton ancien patron, M. Durand, a été contacté par des journalistes. Ils préparent un article sur la jardinière qui a conquis le cœur d'un milliardaire. Ils veulent fouiller dans ton passé, interviewer tes anciens collègues.
Juliette ferma les yeux, accablée. Sa vie privée était en train de devenir un spectacle public, et Gabin n'était même pas là pour la protéger. Elle réalisa soudain à quel point elle s'était reposée sur sa présence, même distante. « Il faut que je lui parle », murmura-t-elle. « Enfin !» sourit Clémence. « Il est descendu au Ritz, chambre impériale. » Le soir même, Juliette se trouvait devant l'hôtel le plus prestigieux de Paris, vêtue de sa plus belle robe, celle que Clémence lui avait offerte et qu'elle n'avait jamais osé porter. Ses mains tremblaient quand elle donna le nom de Gabin au concierge. « Monsieur Moreau vous attend au salon Proust », répondit l'homme avec déférence. Elle traversa les couloirs somptueux de l'hôtel, son cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. Quand elle poussa les portes du salon privé, elle le trouva debout devant la baie vitrée qui donnait sur la place Vendôme. Il portait un simple pantalon noir et une chemise blanche. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, et elle vit à ses traits tirés qu'il n'avait pas mieux dormi qu'elle ces derniers jours. « Gabine », dit-elle doucement. Il se retourna, et l'émotion qui traversa son visage quand il la vit faillit la faire flancher. Joie, soulagement, espoir, tout s'y mélangeait dans une intensité qui lui coupa le souffle. « Juliette, vous êtes venue. Julien de Beaumont veut demander ma main, lâcha-t-elle sans préambule. Le visage de Gabin se ferma instantanément. « Je vois. »« Non, vous ne voyez rien. » Elle s'approcha de lui, déterminée à ne pas se laisser intimider par l'élégance du lieu. « Il pense que je suis libre parce que vous êtes parti. Il pense que votre absence signifie votre abandon. N'est-ce pas le cas? C'est à moi de décider ce que signifie votre absence. » Ils se regardèrent en silence, et dans ce regard, Juliette vit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Gabin n'était pas parti par lâcheté ou par indifférence. Il était parti par amour, pour lui donner le choix qu'elle réclamait. « Je ne veux pas épouser Julien de Beaumont, » dit-elle d'une voix claire. « Alors que voulez-vous » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Je veux un homme qui me voit vraiment, qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce qu'il veut que je devienne. Je veux un homme capable d'admettre ses erreurs et de changer quand c'est nécessaire. » Elle fit un pas vers lui. « Je veux un homme qui aime les jardins autant que moi, qui comprend que faire revivre ce qui semblait mort, c'est la plus belle des magies. » Un autre pas. « Je veux un homme qui a assez de courage pour partir quand il le faut, et assez d'humilité pour revenir quand on le lui demande. » Elle était maintenant tout près de lui, si près qu'elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux bleus. « Cet homme, c'est vous, Gabin, et si vous le voulez bien, je voudrais essayer de construire quelque chose ensemble, vraiment ensemble cette fois. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis Gabin sourit, ce sourire qu'elle ne lui avait jamais vu, lumineux et libre. « Mademoiselle Blanc, » dit-il d'une voix rauque d'émotion, « m'accorderiez-vous cette danse ?» Et là, dans le salon privé du Ritz, sans musique, sans témoin, ils dansèrent. Une danse lente, tendre, qui scellait enfin leur réconciliation. Quand leurs lèvres se rencontrèrent pour la première fois, Juliette sut qu'elle était enfin arrivée à destination, dans les bras de l'homme qui avait appris à l'aimer sans la posséder. Le retour au manoir fut comme une renaissance. Gabin et Juliette arrivèrent ensemble au petit matin, leurs mains entrelacées, leurs cœurs enfin apaisés. Les jardins les accueillirent dans une explosion de couleurs et de parfums. Les roses d'Isabelle semblaient avoir fleuri davantage pendant l'absence de son fils, comme pour célébrer son retour à la vie. « Regardez » murmura Juliette, en s'arrêtant devant un rosier particulièrement épanoui. « Votre mère aurait été fière. » Gabin pressa sa main plus fort. « Elle l'est, j'en suis certain. » Mais leur bonheur retrouvé fut rapidement assombri par la réalité du monde extérieur. Dès le lendemain, Madame Dubois se présenta dans le bureau de Gabin avec une pile de journaux et un visage inquiet. « Monsieur, vous devez voir cela. » Les titres étaient accablants. Le milliardaire et sa Cendrillon. Gabin Moreau. Amour ou caprice. La jardinière qui a conquis un empire. Les articles fouillaient dans le passé de Juliette, révélaient ses origines modestes, questionnaient ses motivations. Certains journalistes insinuaient même qu'elle était une aventurière qui avait séduit Gabin pour son argent. « Ne les lisez pas, » dit fermement Gabin, en voyant les larmes monter aux yeux de Juliette. « Ces vautours ne méritent pas une seconde de votre attention. » Mais le mal était fait. En quelques jours, leur histoire d'amour était devenue le divertissement favori de tout Paris. Des photographes campaient devant les grilles du manoir, espérant saisir un cliché compromettant. Juliette ne pouvait plus sortir sans être harcelée de questions. « Je ne peux plus continuer comme ça, » dit-elle un soir, effondrée dans les bras de Gabin. « Ils détruisent tout ce qui est beau entre nous. »« Alors partons, » répondit-il sans hésiter. « Loin de Paris, loin de cette folie, j'ai une propriété en Provence, isolée, paisible.
Nous pourrons y être nous-mêmes. Juliette secoua la tête. Fuir ne résoudra rien. Ils nous suivront partout. Et puis, elle leva les yeux vers lui. Je ne veux pas que vous sacrifiez votre vie à cause de moi. Vos affaires, vos responsabilités. Mes affaires peuvent attendre. Mes responsabilités, c'est vous maintenant. Ces mots, qui auraient dû la rassurer, l'inquiétèrent davantage. Elle voyait dans les yeux de Gabin cette même possessivité qu'elle avait voulu combattre. L'amour naissant entre eux était-il assez fort pour résister à cette pression? La réponse vint sous une forme inattendue. Pierre Moreau, le père de Gabin, débarqua au manoir sans prévenir. Juliette ne l'avait jamais rencontré, mais sa réputation le précédait. Homme d'affaires impitoyable, veuf inconsolable, patriarche autoritaire qui dirigeait l'empire familial d'une main de fer. Ainsi, c'est donc elle, dit-il en découvrant Juliette dans la bibliothèque, plongée dans un livre de botanique. Il était plus petit que son fils, mais possédait la même prestance naturelle. Ses cheveux blancs étaient parfaitement coiffés, son costume impeccable, mais ses yeux portaient une tristesse que les années n'avaient pas effacée. « Monsieur Moreau, dit Juliette en se levant, intimidée malgré elle. « Asseyez-vous, ordonna-t-il d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Nous devons parler. » Il s'installa face à elle. L'étudiant, comme un général, évalue un adversaire. « Vous savez qui je suis. Vous savez ce que représente le nom Moreau dans ce pays. Vous savez aussi que mon fils a perdu la tête pour vous. Monsieur, si vous êtes venu pour m'insulter, je ne suis pas venu pour vous insulter. » Sa voix se radoucit légèrement. « Je suis venu pour comprendre comment une femme peut bouleverser à ce point un homme que j'ai élevé dans le contrôle de soi. » Juliette le regarda droit dans les yeux, en lui montrant qu'il était possible d'aimer sans avoir peur. Pierre Moreau tressaillit, comme frappé par une vérité douloureuse. « L'amour sans peur, répéta-t-il amèrement. Belle théorie. J'ai aimé sans peur moi aussi, jusqu'au jour où ma femme est morte par ma faute. Gabin m'a raconté. Mais vous n'êtes pas responsable de cet accident. Vraiment ?» Il se leva, marchant vers la fenêtre qui donnait sur les jardins restaurés. « J'ai envoyé Isabelle acheter ces maudits plants par une nuit de tempête. J'aurais pu attendre, reporter ce dîner d'affaires. Mais non, il fallait que tout soit parfait, que mes invités soient impressionnés par mes jardins. » Sa voix se brisa. « 40 ans que je porte cette culpabilité. 40 ans que je me dis que si j'avais aimé ma femme un peu moins parfaitement, si j'avais été moins exigeant, elle serait encore vivante. » Juliette sentit son cœur se serrer pour cet homme brisé qui se cachait derrière une façade de fer. « Monsieur Moreau, dit-elle doucement, votre fils a hérité de votre peur de perdre, mais il a aussi hérité de votre capacité d'aimer. Et contrairement à vous, il a une seconde chance. » Pierre se retourna vers elle, les yeux humides. « Vous l'aimez vraiment ? De tout mon cœur. Alors protégez-le mieux que je n'ai protégé sa mère, et protégez-vous aussi, car le monde dans lequel vous entrez ne pardonne pas la faiblesse. » À cet instant, Gabin entra dans la bibliothèque. En voyant son père et Juliette ensemble, son visage se crispa. « Père, que faites-vous ici ? Je parlais avec votre fiancé. »« Nous ne sommes pas encore fiancés. »« Alors qu'attendez-vous » Pierre Moreau sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Cette femme vaut tous les trésors du monde. Ne commettez pas mes erreurs, mon fils. Ne laissez pas l'orgueil vous priver du bonheur. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Mademoiselle Blanc, j'aimerais que vous veniez dîner à Paris la semaine prochaine. Il est temps que la famille Moreau vous accueille officiellement. » Après son départ, Gabin et Juliette restèrent silencieux, émus par cette réconciliation inattendue. « Il vous a donné sa bénédiction, » murmura Gabin, incrédule. « Il vous a donné sa permission d'être heureux, » corrigea Juliette. Cette nuit-là, blottie dans les bras de Gabin, Juliette sentit que quelque chose avait changé. La pression extérieure était toujours là, mais ils n'étaient plus seuls face à elle. Ils avaient trouvé des alliés inattendus et surtout, ils avaient appris à se faire confiance. « Gabin, tout à l'heure, quand votre père a parlé de fiançailles, qu'avez-vous ressenti ?» Il resserra son étreinte autour d'elle, de la terreur et un bonheur immense. Moi aussi, dans l'obscurité de leur chambre, entourés par le parfum des roses d'Isabelle qui montaient du jardin, ils comprirent qu'ils étaient prêts pour la dernière étape de leur histoire, celle qui transformerait leur amour naissant en engagement éternel. Mais avant cela, il restait une promesse à tenir, une promesse que Gabin avait faite à sa mère mourante et qu'il s'apprêtait enfin à accomplir. 1 an plus tard, les jardins du manoir Moreau avaient retrouvé leur splendeur d'antan. Plus belle encore peut-être, car ils portaient désormais l'empreinte de 2 âmes qui avaient appris à s'aimer. Juliette avait restauré chaque massif selon les plans d'Isabelle, mais y avait ajouté sa propre vision, des variétés rares qu'elle avait découvertes dans ses recherches,
des harmonies de couleurs qui n'existaient que dans ses rêves de botaniste. Ce matin de mai, elle se tenait au centre de la roseraie principale, admirant son œuvre. Dans quelques heures, les invités arriveraient pour la garden party que Gabin organisait chaque année en l'honneur de sa mère. Mais cette année était différente. Cette année, c'était aussi une célébration. « Ils sont magnifiques », dit une voix derrière elle. Juliette se retourna pour trouver Gabin qui l'observait, vêtu d'un costume de lin beige qui mettait en valeur ses yeux bleus. Dans ses mains, il tenait un petit écrin de velours noir qui fit battre le cœur de Juliette. « Gabin, qu'est-ce que... Il y a quelque chose que je dois faire », dit-il en s'approchant d'elle. « Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, mais de la bonne façon cette fois. » Il s'arrêta devant le rosier le plus ancien du jardin, celui qu'Isabelle avait planté de ses propres mains quand Gabin était enfant. Les roses rouges profonds étaient épanouies à la perfection, comme si elles avaient attendu ce moment. « Quand j'avais 12 ans, commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion, ma mère m'a fait promettre quelque chose. Si jamais je trouvais une femme digne d'être aimée, je devais lui demander sa main ici, dans ce jardin qu'elle aimait tant. Pas dans un restaurant chic, pas devant des témoins impressionnants. Ici, entourée par la beauté qu'elle avait créée. Juliette sentit les larmes monter à ses yeux. « Gabin, j'ai failli tout gâcher, » continua-t-il en posant un genou à terre. « J'ai cru que l'amour était une conquête, une possession. Vous m'avez appris qu'aimer, c'est offrir sa vulnérabilité à quelqu'un et lui faire confiance pour ne pas la briser. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague d'une simplicité saisissante, un solitaire entouré de petites émeraudes qui rappelèrent la couleur des feuilles de rose. « Juliette Blanc, » dit-il, et sa voix portait maintenant toute la sincérité du monde. « Voulez-vous m'épouser? Non pas parce que je l'exige, non pas parce que je pense que vous m'appartenez, mais parce que je veux passer le reste de ma vie à apprendre à vous aimer mieux chaque jour. » Cette fois, il n'y avait pas de spectateurs, pas de 300 invités médusés, pas de griteaux possessifs, juste un homme et une femme dans un jardin, entourés par l'héritage d'amour d'une mère disparue. « Oui, » chuchota Juliette, les larmes ruisselant librement sur ses joues. « Oui, Gabin, de tout mon cœur, oui. » Quand il glissa la bague à son doigt, elle eut l'impression que quelque chose se refermait dans l'univers, un cycle qui avait commencé avec Isabelle et qui continuait maintenant avec eux. Il se releva et la prit dans ses bras, la faisant tournoyer, comme il n'avait jamais osé le faire auparavant. Leurs rires se mêlèrent au chant des oiseaux, et pour la première fois depuis des années, le manoir Moreau résonna de bonheur pur. « Il y a autre chose, » dit Gabin en la reposant délicatement. « Une surprise. » Il la prit par la main et l'emmena vers une partie du jardin qu'elle n'avait pas visitée depuis des semaines. Là, à sa grande stupéfaction, elle découvrit une serre magnifique, toute de verre et d'acier, qui brillait dans la lumière matinale comme un joyau. « Votre propre laboratoire, » expliqua-t-il, « pour vos recherches, vos expérimentations, pour que vous puissiez créer toutes les merveilles botaniques dont vous rêvez. » Juliette resta sans voix. À l'intérieur de la serre, elle aperçut des équipements de pointe, des espaces de travail organisés selon ses besoins, et même un petit coin lecture avec un fauteuil confortable. « Comment avez-vous su... »« J'ai écouté, vraiment écouté cette fois. » Il sourit. « J'ai appris que vous aimez, ce n'est pas vous offrir ce que je pense que vous devriez vouloir. C'est vous donner les moyens de devenir pleinement vous-même. » Ils explorèrent ensemble cet espace qui serait désormais le sien, et Juliette réalisa que c'était le cadeau le plus précieux qu'on lui ait jamais fait. La reconnaissance de ses talents, le respect de ses ambitions, la liberté de créer. L'après-midi, les invités commencèrent à arriver pour la garden party. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Pierre Moreau arriva le premier, accompagné d'une femme élégante aux cheveux argentés qu'il présenta comme une amie très chère. Clémence vint ensuite, rayonnante de bonheur pour son amie. Même Madame Dubois, habituellement si guindée, ne put retenir un sourire en voyant la bague au doigt de Juliette. Quand vint le moment des discours, Gabin se leva devant l'assemblée réunie dans la roseraie. Cette fois, il n'y avait pas de cris, pas de déclarations impulsives, juste un homme qui parlait avec son cœur. « Il y a un an, » commença-t-il, « j'ai commis la plus grande erreur de ma vie dans un salon semblable à celui-ci. J'ai prétendu aimer en possédant, en revendiquant. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que mademoiselle Juliette Blanc a accepté de devenir ma femme. » Les applaudissements fusèrent, sincères et chaleureux. « Mais plus que cela, » continua Gabin en regardant Juliette avec une tendresse infinie, « elle a accepté de m'apprendre ce que signifie vraiment aimer. Elle a fait fleurir non seulement ses jardins, mais aussi mon cœur. » Il leva son verre de champagne. À Juliette, qui m'a montré que l'amour véritable ne se crie pas.
Il se vit jour après jour dans le respect et la tendresse. Cette fois, quand il dit « c'est ma femme », c'était différent. Ce n'était plus un cri de possession, mais une déclaration d'amour, de gratitude et d'émerveillement. Le soir venu, quand tous les invités furent partis, Gabin et Juliette se retrouvèrent seuls dans leur jardin. Ils marchèrent main dans la main entre les rosiers d'Isabelle, respirant le parfum enivrant de la nuit de mai. « Savez-vous ce que votre mère aurait dit de tout cela ?» demanda Juliette en s'arrêtant devant le rosier où Gabin avait fait sa demande. « Qu'après l'hiver vient toujours le printemps », répondit-il en se souvenant des mots de sa mère. « Exactement. » Juliette sourit. « Et regardez ce que nous avons fait ensemble. Nous avons transformé un jardin abandonné en paradis. Nous avons guéri vos blessures, et les miennes. Nous avons appris à aimer sans peur. » Gabin l'a pris dans ses bras, respirant le parfum délicat de ses cheveux, mêlé à celui des roses. « Je vous aime, Juliette Blanc, pour toujours. Et moi, je vous aime, Gabin Moreau. Pas le milliardaire, pas le propriétaire du manoir. L'homme qui a eu le courage de changer, qui a appris à voir ma beauté même quand j'étais invisible. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, entourés par les roses qui continuèrent de fleurir. Le jardin était enfin complet et leur amour aussi. Dans son manoir, elle n'était plus invisible. Elle était chez elle. Ils étaient chez eux, ensemble, pour toujours. Et quelque part dans le parfum de la nuit, l'esprit d'Isabelle Moreau souriait, sachant que son fils avait enfin trouvé la paix et l'amour qu'elle avait toujours voulu pour lui. L'hiver était fini. Le printemps éternel pouvait commencer. 3 ans plus tard, le soleil de septembre dorait les jardins du manoir Moreau quand Juliette sortit de sa serre, un sourire radieux aux lèvres et une petite fille de 2 ans dans les bras. Isabelle Louise Moreau avait hérité des yeux bleus de son père et de la passion de sa mère pour tout ce qui poussait et fleurissait. « Maman, fleurs !» gazouilla la petite, en tendant sa menotte potelée vers un massif de dahlias tardifs. « Oui, ma chérie, des fleurs, comme grand-maman Isabelle les aimait. » Juliette s'arrêta devant le rosier centenaire où Gabin l'avait demandé en mariage. Le bronze patiné de la petite plaque qu'ils avaient fait installer brillait doucement dans la lumière, à Isabelle Moreau qui nous a appris que l'amour fait fleurir les cœurs les plus gelés. « Tu racontes encore des histoires à notre fille ?» La voix chaude de Gabin la fit se retourner. Il approchait d'un pas détendu, sa cravate desserrée après une journée de réunion à Paris. 3 ans de mariage l'avaient adouci, chassé cette tension perpétuelle qui habitait ses épaules. Il était devenu l'homme qu'il était destiné à être. « Je lui explique d'où elle vient », répondit Juliette en se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Gabin prit sa fille dans ses bras, qui s'agrippa immédiatement à sa chemise, avec cette possessivité adorable des enfants. « Papa, jardin !»« Oui, nous allons faire le tour du jardin, mais d'abord j'ai une surprise pour maman. » Il sortit de sa poche une enveloppe qu'il tendit à Juliette avec un sourire mystérieux. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre !» À l'intérieur, elle trouva une lettre officielle de l'Académie française d'horticulture. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant. « Gabin, c'est impossible. Le prix Isabelle Moreau pour l'innovation en botanique ornementale. Première récipiendaire. Juliette Moreau pour ses travaux révolutionnaires sur la régénération des jardins historiques. » Juliette sentit les larmes lui monter aux yeux. Le prix était le plus prestigieux dans son domaine, et il portait le nom de sa belle-mère. « Comment avez-vous... » Votre travail ici a inspiré des dizaines de châteaux à travers la France. Vos techniques de restauration sont enseignées à l'école du Louvre. Il était temps que votre génie soit reconnu officiellement. Ils marchèrent tous les 3 dans les allées parfaitement entretenues, Isabelle babillant joyeusement dans les bras de son père. Le domaine avait changé aussi. De nouveaux bâtiments avaient été construits pour accueillir l'école de jardinage que Juliette avait fondée. Des étudiants du monde entier venaient apprendre ces méthodes de restauration. « Au fait, » dit Gabin en s'arrêtant près de la fontaine centrale, « j'ai eu des nouvelles de Clémence aujourd'hui. »« Hein ?» Juliette sourit. « Comment va notre chère marieuse ? Elle épouse Julien de Beaumont le mois prochain. »« Quoi ?» Juliette faillit lâcher le sécateur qu'elle tenait. « Julien, celui-là même. Il paraît qu'après avoir été éconduit par vous, il a réalisé à quel point Clémence était extraordinaire. Elle, qui était amoureuse de lui depuis l'enfance. »« L'ironie du sort, » rit Juliette. « Et votre père ? » Toujours avec Madame de Sévigny. Je crois qu'ils envisagent de se marier aussi. À 70 ans passés, il a enfin appris à aimer sans culpabilité. Ils arrivèrent devant la roseraie principale, où Pierre Moreau les attendait avec sa compagne, Marguerite de Sévigny, une veuve élégante qui avait réussi l'exploit de faire sourire le patriarche sévère. « Alors, cette surprise ?» demanda le grand-père, en prenant sa petite fille qui se jetait dans ses bras avec des cris de joie. « Juliette a reçu le prix Isabelle », annonça fièrement Gabin.
Pierre serra sa belle-fille dans ses bras avec une émotion qu'il ne cachait plus depuis longtemps. « Isabelle aurait été si fière, murmura-t-il. Son jardin, son fils et maintenant sa belle-fille, tout ce qu'elle aimait continue de fleurir. » Le soir venu, après le départ des grands-parents, Gabin et Juliette se retrouvèrent seuls sur la terrasse, leur fille endormie dans son berceau près d'eux. Les jardins s'étendaient devant eux dans toute leur splendeur nocturne, éclairés par de discrètes lumières qui révélaient la beauté sans l'abîmer. « Vous souvenez-vous, dit doucement Juliette, du jour où vous m'avez vu pour la première fois dans ce jardin? Comment l'oublier? J'étais un homme si différent alors, froid, arrogant, blessé, corrigea-t-elle. Vous étiez blessé, comme moi. » Gabin la prit dans ses bras, respirant le parfum de jasmin qu'elle portait toujours et qui lui rappelait leurs premiers émois. « Savez-vous ce que je pensais ce matin-là, quand vous m'avez regardé vraiment pour la première fois? Dites-moi, que vous aviez les yeux les plus tristes que j'ai jamais vus, et que j'aurais voulu les voir sourire, rien qu'une fois. Et maintenant? Maintenant, je vois ces yeux sourire chaque matin, en me réveillant, et je sais que c'est le miracle le plus précieux de ma vie. » Ils restèrent enlacés sous les étoiles, écoutant le murmure de la fontaine et les derniers chants des oiseaux. Quelque part dans les massifs, les roses d'Isabelle continuaient leur œuvre silencieuse, embaumant la nuit de leur parfum éternel. « Gabin? Je ne suis plus jamais invisible, n'est-ce pas ?» Il resserra son étreinte autour d'elle, ému par cette question qui résumait tout leur chemin. « Plus jamais, mon amour. Vous êtes la lumière de ma vie, et cette lumière ne s'éteindra jamais. » Dans le berceau, la petite Isabelle remua dans son sommeil, comme si elle entendait les promesses d'amour de ses parents. Et quelque part dans l'invisible, l'esprit de sa grand-mère veillait sur cette famille qu'elle avait contribué à créer par l'amour qu'elle avait semé dans son jardin et dans le cœur de son fils. Le manoir n'était plus le refuge d'un homme solitaire, mais le foyer d'une famille aimante. Les jardins n'étaient plus abandonnés, mais regorgeaient de vie et de promesses. Et l'amour, cet amour qu'ils avaient failli perdre par orgueil et par peur, fleurissait maintenant librement, sans entrave, comme les roses qui ne cesseraient jamais de pousser. Dans ce manoir où elle avait été invisible, Juliette était devenue la reine incontestée d'un royaume de beauté et d'amour. Et cette royauté-là, personne ne pourrait jamais la lui enlever. Fin, si vous étiez Juliette, auriez-vous pardonné à Gabin après qu'il ait crié « c'est ma femme » publiquement au bal, vous traitant comme sa propriété devant 300 personnes, ou croyez-vous que certains gestes sont impardonnables, même quand ils viennent d'un amour désespéré? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.